Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une compétence clinique vraiment fondamentale, l'examen pulmonaire. Pensez-y, c'est un peu comme si on apprenait à décoder une langue secrète, la langue des poumons. Alors la vraie question, c'est celle-ci. Comment est-ce que les poumons peuvent bien nous parler, nous envoyer des signaux bien avant qu'on ait besoin de la moindre radio? Eh bien, c'est tout l'enjeu de cet examen, qui est une véritable enquête, une sorte de dialogue direct avec le corps. Pour cette exploration, on va suivre un chemin en 5 étapes, bien logiques. On commence par l'interrogatoire, pour écouter ce que la personne a à nous dire. Ensuite, l'inspection, la palpation et la percussion, là on touche et on observe. Puis, l'auscultation pour écouter le souffle, et enfin, on rassemble toutes les pièces du puzzle pour identifier les grands syndromes. Allez, c'est parti pour la première étape, l'interrogatoire. C'est vraiment le point de départ de tout. Avant même de toucher ou d'ausculter, on écoute, tout court. C'est là qu'on va récolter les indices les plus précieux, ceux qui vont guider tout le reste de l'examen. Ok, le premier symptôme majeur dont on va parler, c'est la dyspnée. En gros, c'est la sensation d'avoir du mal à respirer, de manquer d'air. Mais attention, dire juste dyspnée, ça ne nous avance pas beaucoup. Il faut creuser. Est-ce que ça arrive à l'effort, en montant les escaliers par exemple, ou est-ce que c'est au repos et surtout en position allongée? Ça, c'est l'orthopnée. Une astuce clinique d'ailleurs, c'est de demander combien d'oreillers la personne utilise pour dormir. Ça donne une bonne idée. Et puis, est-ce que cette difficulté à respirer réveille la nuit? C'est la fameuse DPN, la dyspnée paroxystique nocturne. Chaque détail est une pièce du puzzle. Un autre signe d'alerte, l'hémoptysie, c'est quand on rejette du sang rouge vif en toussant. Et attention, ce sang vient bien des voies respiratoires. C'est hyper important de ne pas le confondre avec du sang qui viendrait de l'estomac. Et là, le point absolument crucial, c'est la quantité. Est-ce qu'on parle de quelques traces, d'une cuillère à café ou d'un verre entier? Ça change tout, parce que l'abondance est un critère de gravité majeur. Parlons de la toux maintenant. C'est un symptôme que tout le monde connaît. Déjà, première chose, sa durée. Si elle dépasse 3 semaines, on la considère comme chronique. Et pour vraiment la cerner, il faut se poser toute une série de questions. À quel moment de la journée elle survient? Matin, soir? Est-ce qu'elle est sèche ou au contraire grasse et productive? Qu'est-ce qui la déclenche? L'effort, le fait de s'allonger, un contact avec un allergène? Même le son de la toux, son timbre, peut nous donner des indices. Et pour compléter notre interrogatoire, il y a d'autres signes à ne pas négliger. Une douleur dans la poitrine, par exemple, surtout si elle ressemble à un point de côté et qu'elle s'aggrave quand on respire à fond. Ça crie l'atteinte de la plèvre. On va aussi s'intéresser à l'aspect des crachats, les expectorations, à un hoquet qui ne passe pas, ou même à des ronflements. Bref, plein de petites informations qui viennent enrichir le tableau. Bon, on a bien écouté. Maintenant, on passe à l'action, ou plutôt à l'observation. C'est la deuxième grande étape, l'inspection, les premiers indices visuels. Et c'est fou tout ce qu'un simple regard attentif peut nous révéler. Alors, pour l'examen physique, il y a un ordre, une méthode en 4 temps. C'est une routine. D'abord, on regarde, c'est l'inspection. Ensuite, on touche, la palpation. Puis, on tapote, la percussion. Et enfin, on écoute, l'auscultation. Cette séquence nous assure de ne rien laisser au hasard. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien d'abord, on compte la fréquence respiratoire. Normalement, c'est entre 12 et 16 fois par minute. Ensuite, on guette les signes de lutte, les signes de détresse. Est-ce que les muscles du cou se creusent? Est-ce que les personnes respirent avec les lèvres pincées, comme pour souffler dans une paille? On regarde la forme du thorax. Un thorax très bombé, en tonneau, ça peut être le signe d'une maladie chronique. On regarde la couleur de la peau, des lèvres. Une teinte bleutée, la cyanose, c'est un signe que l'oxygène manque. Et on finit par un coup d'œil au doigt, pour l'hypocratisme digital, une déformation qui parle aussi souvent d'un problème chronique. Après avoir regardé, il est temps de se sentir et d'entendre. Mais pas encore avec le stéthoscope. Je parle de la palpation et de la percussion. Ces 2 étapes nous permettent vraiment de sonder ce qui se cache sous la peau, d'évaluer la densité des poumons à travers la paroi thoracique. Pour la palpation, on s'intéresse surtout aux vibrations vocales. La technique est simple. On pose les mains à plat dans le dos et on demande à la personne de dire 33. Normalement, on doit sentir une petite vibration, un léger frémissement qui doit être pareil à droite et à gauche. Mais c'est là que ça devient intéressant. Imaginez un poumon qui devient plus dense, eh bien le son se propage mieux, donc les vibrations seront augmentées. A l'inverse, s'il y a un obstacle, que ce soit de l'air ou du liquide, ça va étouffer le son, et donc les vibrations seront diminuées ou même complètement absentes. Maintenant, la percussion. Là, on va littéralement tapoter doucement sur le thorax pour écouter comment ça sonne. Un poumon normal, plein d'air, ça sonne creux, ça résonne. C'est ce qu'on appelle un son tympanique, un peu comme un tambour. Mais si à un endroit le son devient sourd, plat, comme si on tapait sur un mur plein, ça, c'est une matité. Et une matité, ça veut dire qu'en dessous, il n'y a plus d'air, il y a soit du liquide, soit un tissu devenu solide. On en arrive maintenant à l'étape la plus emblématique, l'auscultation. C'est le moment d'écouter la respiration. Avec le stéthoscope, on va tendre l'oreille pour capter tous les bruits que fait l'air en circulant dans les poumons, pour écouter si c'est une belle symphonie bien régulière ou s'il y a des fausses notes. En situation normale, on doit entendre principalement 2 types de bruits.
Le premier, le plus important, c'est le murmure vésiculaire. C'est un son très doux, un peu comme le bruissement des feuilles dans un arbre, qu'on entend sur les côtés et dans le dos, surtout quand on inspire. Et puis, il y a le bruit trachéo-bronchique. Lui, il est beaucoup plus fort, plus rude. On l'entend au centre, au-dessus de la trachée. Ce qu'on cherche à vérifier, c'est que le murmure vésiculaire est bien présent partout et qu'il est bien symétrique. Passons aux fausses notes, justement, les bruits anormaux. D'abord, les crépitants fins. Ce sont des petits bruits secs qu'on entend en fin d'inspiration, comme le bruit de pas dans la neige. Ça signe que les alvéoles contiennent du liquide. Ensuite, les sibilants. Ce sont des sifflements aigus, surtout quand on souffle. C'est le signe que les branches sont rétrécies, comme dans l'asthme. Les ronchis, eux, sont plus graves. Ils font penser à un ronflement et indiquent que les grosses bronches sont encombrées. Et pour finir, le frottement pleural, un bruit très particulier, comme deux morceaux de cuir qu'on frotte l'un contre l'autre, qui signe une inflammation de la plèvre. Voilà, on a interrogé, regardé, touché, percuté et écouté. On a collecté toutes nos pièces du puzzle. La dernière étape, c'est la plus satisfaisante. On va tout assembler pour dessiner un tableau cohérent, un syndrome pulmonaire. Et ce tableau récapitule parfaitement comment tout ça prend sens. Prenons le cas d'une pneumonie. À la percussion, on a une matité. Les vibrations vocales sont augmentées et le murmure vésiculaire est diminué, parfois remplacé par ce qu'on appelle un souffle tubaire. Maintenant, un épanchement de liquide. On a aussi une matité, mais cette fois, le liquide fait barrage au son, donc les vibrations et le murmure sont diminués ou abolis. Et enfin, le pneumothorax. Là, à la percussion, ça sonne très fort, c'est le tympanisme. Et comme pour le liquide, l'air fait barrage, donc les vibrations et le murmure sont abolis. C'est vraiment la combinaison de ces trois examens qui nous donne la clé. On a donc mené notre enquête, et on arrive à une hypothèse diagnostique solide. Mais le travail ne s'arrête pas là, bien au contraire. La grande question maintenant, c'est « et après ?» Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Comment va-t-on l'utiliser pour confirmer le diagnostic et surtout pour mettre en place le bon traitement? C'est tout l'enjeu de la démarche médicale.